Bonsoir à tous, bienvenue à l'ENS. On est très content de vous avoir ici aujourd'hui pour la conférence de Léa Chocron, élève en deuxième année au département de chimie, et elle va vous parler aujourd'hui de chimie et d'ADN. Bonne conférence. Merci. Merci Nina. Merci à tous d'être venus ce soir pour ce cycle de conférence. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est l'ADN et on va parler plus particulièrement de l'ADN utilisé en chimie et donc l'ADN comme brique de construction. Et je suppose que la plupart d'entre vous ne voient pas très bien le lien entre cette image-là d'ADN qu'on connaît plutôt facilement et ces deux images-là. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut fabriquer des structures comme ça. Donc juste en introduction, l'ADN, c'est une molécule qui est commune à tous les êtres vivants, dont tout le monde a plus ou moins entendu parler. Et en fait c'est une molécule qui se trouve dans nos cellules, dans le noyau de nos cellules sous forme de chromosomes. Et c'est cette molécule-là qui va coder notre information génétique, donc qui va coder notre apparence physique, ce qui fait qu'on se ressemble ou pas, voilà. Et donc c'est surtout comme ça que l'ADN est connu pour la plupart des gens. C'est aussi la molécule de l'hérédité, donc qui va se transmettre des parents aux enfants, et ce qui fait que certaines personnes se ressemblent ou ne se ressemblent pas. Et l'ADN est aussi connu surtout récemment, pour les manipulations qu'on peut en faire. Et donc on entend aussi beaucoup parler d'ADN lors des débats autour des OGM et des manipulations génétiques qui font qu'on peut modifier certaines propriétés du vivant. Mais en fait, nous, aujourd'hui, c'est pas du tout ce dont on va parler. On va parler d'ADN d'un point de vue complètement différent, qui est un point de vue de chimiste. Et on va voir comment est-ce que les chimistes, au contraire des biologistes, utilisent l'ADN, non pas pour toutes ses propriétés, mais pour d'autres propriétés qui sont également très intéressantes. Donc pour ça, on va faire un petit aparté. On va voir pourquoi est-ce que les chimistes ont besoin d'ADN et comment est-ce qu'ils vont l'utiliser. Donc les chimistes, eux, leur but, c'est de construire des structures, des composés, des structures de plus en plus complexes pour avoir des propriétés de plus en plus fines, de plus en plus précises, pour pouvoir jouer précisément sur moduler telle propriété des composés chimiques. Donc d'abord, la première approche qui a été développée, c'était de développer des composés dits covalents. Donc c'est des composés qui sont liés par des liaisons covalentes entre les atomes, donc des liaisons qu'on voit au lycée, les liaisons entre les atomes. Et donc ça a donné lieu à des molécules qui sont très complexes, effectivement, et des molécules de structure bien déterminée qu'on sait synthétiser. Et donc ici, par exemple, on peut avoir l'exemple d'un médicament qui est synthétisé par les chimistes. Et par exemple, pour cette structure, chaque stéréochimie, chaque composition d'atomes est importante. Et c'est grâce à ça qu'on peut avoir l'activité du médicament, comme on a vu dans la conférence de Manon pour ceux qui étaient là, de manière très précise. Mais comme on a vu également lors de cette conférence, c'est que cette approche elle a beaucoup de limites, et notamment au niveau des rendements. Parce que synthétiser une molécule comme ça, en partant de rien, de petites briques, c'est long, et surtout ça a des très mauvais rendements. On a à peu près 1%, et ça, pour le temps que passer à le faire, c'est un petit peu embêtant. Donc les chimistes ont développé une seconde approche, qui est cette fois-ci, au lieu de lier les atomes de manière covalente, on va plutôt partir, pour former une grosse molécule comme on l'a vu là, on va plutôt partir de petites briques de construction qui seront plus faciles à avoir. Un petit peu comme, si on voulait faire une analogie, les composés covalents, ce serait on prend plein de petites briques et on les assemble les unes avec les autres, comme des Lego. Et pour les composés supramoléculaires, ce serait un peu plus comme des caplas. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des plus grosses briques et on peut faire des plus gros édifices avec, mais ils sont un petit peu moins stables, moins solides, mais on peut quand même faire des grosses structures avec. Et donc,
l'idée c'était de partir de briques qu'on avait déjà et de synthétiser des composés avec. Et donc là c'est un exemple de ce composé qu'on dit supramoléculaire. En fait on est parti donc, de cette molécule-là qui est finalement beaucoup plus petite que celle qu'on a vue précédemment et qui est assez facile à obtenir. Et cette molécule-là, elle s'assemble toute seule, quand on la met dans certaines conditions, pour faire cette structure en forme d'étoile. Donc là, on a une molécule là, une molécule là, une molécule là. Donc c'est des petits bâtons qui s'entrelacent les uns les autres. Et ça fait une structure qui est assez grande, assez complexe. Et donc, ça permet de résoudre, et ça s'obtient avec des briques qui sont beaucoup plus petites, donc comme j'ai dit. Et donc ça permet de résoudre le problème précédent qui est de synthétiser étape par étape les composés. Là, on a besoin d'une seule brique et pour former une grande structure comme ça. Donc jusque-là, c'était assez, ça marchait plutôt bien, c'était assez convaincant comme approche. Et ensuite, pour complexifier encore les structures et pour avoir, comme je disais, encore des propriétés différentes et jouer sur les applications en fait, qu'on peut avoir de toutes ces molécules, les chimistes ont commencé à développer une troisième catégorie de composés qui sont les composés dynamiques, qui peuvent venir à la fois de composés covalents et de composés supramoléculaires. Donc les composés dynamiques, comme leur nom l'indique, c'est des composés, les composés covalents et supramoléculaires, on les a vus, sont statiques. Et les composés dynamiques, au contraire, eux, ils vont bouger. Et donc, ces composés dynamiques-là ont été... il y a 3 personnes qui ont le prix Nobel pour le développement de composés qui sont dynamiques. Et donc, par exemple, on peut avoir un des prix Nobel a réussi à former des molécules qui sont 2 anneaux entrelacés et qui bougent les uns par rapport aux autres, c'est ce qu'on essaie de montrer dans cette figure. Ou encore mieux, une petite voiture, une nano-voiture qui va rouler toute seule sur une surface d'or. Donc on a réussi à synthétiser des composés comme ça. Et donc, c'est plutôt convaincant. Mais toutes ces approches-là dont je vous ai parlé, elles ont certaines limites. Et le but, ça a justement été de dépasser ces limites et de pouvoir obtenir encore plus de structure et encore plus de complexité. Et donc, pour résumer un peu ce que je viens de dire, donc quelles limites on a. Donc pour les composés covalents, donc comme j'ai montré avec la grosse molécule, on doit avoir des étapes, une synthèse étape par étape. Donc on assemble des toutes petites briques, les unes après les autres, par des synthèses qui sont généralement longues. Donc on a vu que ça pouvait prendre plusieurs années pour des rendements qui peuvent aller jusqu'à 1-2% pour les moins bons rendements, encore moins pour les moins bons rendements. Et donc, cette approche, elle n'est pas vraiment optimale. Ensuite, pour les composés supramoléculaires, c'est quand même mieux. Donc cette approche a permis de former plus de structures, mais il y avait quand même le problème de synthétiser les briques qui vont être utilisées pour la construction au préalable. Et il y a aussi un autre problème, c'est que ces composés supramoléculaires, ils sont rarement dynamiques. Donc, par exemple, la petite voiture que je vous ai montrée, c'est un composé covalent et qui va rouler grâce à des modifications de structure. Donc cette approche-là, elle n'est pas non plus optimale. Et donc, jusque-là, on a quand même réussi à obtenir des structures assez complexes, mais on essaye de développer des objets plus gros et qu'on puisse synthétiser de manière plus facile. Et donc, on cherche une solution à ce problème-là, à toutes ces limites qui ont été présentées là. Et donc, on cherche un nouveau matériau de construction qui va avoir certaines propriétés, donc qui soit accessible facilement. Donc, par exemple, qu'on n'ait pas besoin de synthétiser en laboratoire, qu'on puisse directement acheter, et acheter pas cher, ce serait mieux. Ensuite, qui soit programmable pour des assemblages. Donc, si on les mélange les uns avec les autres, ils vont s'assembler pour faire des structures comme l'exemple de l'étoile que je vous ai montré, et qui puissent former des assemblages de grande taille, parce que si on n'a pas d'assemblage de grande taille, il n'y a pas d'intérêt de développer une nouvelle méthode, puisque là on a déjà des méthodes qui sont assez efficaces, et qui ait des bons rendements, et ça c'est quand même une des limitations les plus importantes qu'on a vues pour les composés précédents.
Et donc c'est là que l'ADN intervient, c'est là que les chimistes ont commencé à penser à l'ADN comme brique de construction, et on va voir pourquoi. Donc l'ADN, pourquoi est-ce que c'est un si bon candidat pour être une brique de construction? Donc je vous ai mis ici la structure de l'ADN. L'ADN, c'est une longue molécule qui est composée d'unités qui sont des sucres. Des sucres à cycle à 6 chaînons, ce qui n'est pas très important pour les suites, mais c'est juste pour vous montrer la structure de l'ADN. Et en fait, ce qui est vraiment important avec l'ADN, c'est que ces sucres-là sont liés à des bases. Donc il y a 4 types de bases qui existent. Donc l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine. Et c'est ces 4 types de bases, c'est ces 4 bases qui sont très importantes pour l'ADN. Alors déjà, c'est elle, comme je l'ai dit précédemment, qui permet de coder notre code génétique. Mais pour les chimistes, c'est pas du tout à ça qu'on va s'intéresser. En fait, ce qui est important avec l'ADN, c'est pas la molécule toute seule. C'est le fait qu'une molécule d'ADN, quand elle va pouvoir se lier avec une autre molécule d'ADN, elle va pouvoir s'hybrider. Et donc c'est ça qui est important pour les molécules d'ADN. Donc par exemple, elle va former des couples de brins d'ADN qui sont dits complémentaires, vont s'associer les uns les autres par des liaisons hydrogènes entre les bases, qui sont dessinées ici, je ne sais pas si on les voit bien. Et en fait, il y a 2 couples de bases qui vont se former, et c'est tout. Donc la base A, donc adénine, va s'associer uniquement avec la base T, thymine, parce que donc, ces 2 composés forment 2 liaisons hydrogènes. Et la base C, cytosine, va s'associer uniquement avec la base G, guanine. Et donc, en fait, ce qui fait que l'ADN, comme il y a un appareillement très spécifique des bases, on a forcément AT ou bien GC, et bien l'ADN, il va être programmable. On va savoir que si on met un brin avec une séquence donnée, il va s'associer tout seul, parce que c'est plus stable, parce que c'est plus favorable, avec un autre brin qui sera complémentaire, qui aura la séquence de base associée. Et c'est ça qui est important avec l'ADN, et c'est ça qui a soulevé l'intérêt des chimistes. Donc finalement, ce que je viens d'expliquer, si on peut résumer ça de manière très simple, c'est que l'ADN, outre sa structure que je vous ai montrée sous forme de sucre, c'est pas le plus important. Quand on considère l'ADN comme un matériau de construction, le plus important c'est qu'en fait c'est un long fil, comme on peut voir ici, et qui est constitué de plusieurs bases, d'une séquence de bases qui va être complémentaire d'une autre séquence de bases de manière très très sélective. Et c'est ça qui est important, c'est que l'ADN, quand il est en présence d'une autre molécule d'ADN complémentaire, va s'associer par 2, et c'est ça qui va permettre de créer des structures. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on peut créer une structure très simple avec de l'ADN en reposant sur ce principe-là? Donc, si on prend un brin d'ADN, tout simple, qui a une séquence donnée, et qu'on le met en présence d'un deuxième brin d'ADN, qui va être complémentaire, mais juste dans une région. Donc toutes ces bases-là, elles sont complémentaires, donc elles vont s'associer toutes seules, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque c'est très favorable, c'est des couples très, très spécifiques. Et donc ça va former une sorte de cette structure-là, où les bases complémentaires seront associées, et toutes les bases qui ne sont pas complémentaires vont être libres pour s'associer avec d'autres molécules d'ADN, pour former d'autres liaisons. Et donc c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est le fait que comme ces bases-là sont libres, et on va pouvoir mettre une autre molécule d'ADN dans le milieu. Voilà. Et si on en met une qui sera complémentaire par exemple encore une fois sur une région et avec une région libre, et si on en met une quatrième, eh bien on arrive à former très facilement une croix en ADN. Et donc c'est sur ce principe-là, donc avec cet exemple très, très simple de la croix, que les chimistes ont commencé à travailler et à se dire, bah tiens, l'ADN, ça peut être autre chose que le support de l'information génétique, ça peut être autre chose que juste un élément biologique, ça peut être un matériau de construction pour faire des structures chimiques. Et donc la première, donc cette croix-là, donc on peut avoir effectivement une croix toute seule, mais si on a des croix qui peuvent se reconnaître les unes les autres et s'associer, on peut même obtenir donc
au lieu d'avoir une croix toute seule, une sorte de grillage, un maillage d'ADN. Et donc ça va être c'est une des premières structures qui a été faite de manière synthétique avec de l'ADN par les chimistes. Et la première personne à avoir pensé à faire ça, c'est un monsieur qui s'appelle Ned Zeeman, qui n'était pas du tout biologiste à la base, qui n'était pas chimiste, qui n'a jamais travaillé avec de l'ADN avant d'avoir fait ça. Et en fait, il était cristallographe et il cherchait à faire pousser des cristaux. Et il se demandait comment est-ce qu'il pouvait faire pousser des cristaux tout seul. Et un jour, il a pensé à l'ADN en discutant avec des gens. Et il s'est rendu compte que l'ADN, ça pouvait être autre chose justement que le support de l'information génétique, ça pouvait être autre chose qu'une molécule biologique. Et donc il a commencé à faire des structures avec de l'ADN. Et donc il a dit DNA is not merely the secret of life, donc c'est pas seulement le secret de la vie, mais c'est autre chose, c'est un matériau de construction. Et il a fait par exemple ce très joli cube avec 6 brins d'ADN. Et donc il a commencé ses travaux dans les années 80. Et ça a été le pionnier de tout un nouveau champ de recherche sur justement développer l'ADN pour faire des structures. Donc il a aussi fait ces jolis cristaux en ADN qui sont assez jolis quand même. Et c'est des sortes de triangles qui se recoupent les uns les autres. Et donc il a réussi à faire plein de choses comme ça, d'assembler des motifs et donc de faire pousser des toiles, des grillages en 2D, en 3D, il a fait vraiment beaucoup de choses. Tout ça à base d'ADN. Et donc c'était une idée très novatrice à l'époque. Et ça a été beaucoup repris dans le milieu des chimistes. Le seul problème de Ned Zeeman, il était cristallographe et donc lui ce qui l'intéressait c'était de faire pousser des cristaux, des structures en ADN. Mais le problème des cristaux, et lui il le savait bien, c'est qu'on ne peut pas contrôler leur taille. Donc il commence à, donc, comme je montrais par exemple avec, avec cette structure-là, donc quand on mélange ces croix-là et qu'on fait un grillage d'ADN, on ne peut pas contrôler la taille, on ne sait pas jusqu'à où ça va s'arrêter. Et c'était un de ses problèmes majeurs. Il n'arrivait pas à contrôler la taille de ces objets, même si ça a quand même été le pionnier dans ce domaine. Il avait... ses travaux ont eu certaines limites. Et donc, on a d'autres chimistes plus tard, une vingtaine d'années après, ont commencé à développer d'autres techniques pour pouvoir avoir des structures dont on contrôlait très bien la taille. Parce que maintenant, on arrivait à faire des structures avec de l'ADN de manière très programmable et très facile. Maintenant, l'enjeu, c'était de contrôler la taille de ces objets et pas qu'ils grandissent, qu'ils se répandent sans vraiment qu'on puisse les contrôler. Et donc, pour ça, il y a eu une nouvelle technique qui a été développée par un groupe de chimistes. Et donc qui s'appelle les single-stranded ties, et ties en anglais ça veut dire carrelage, et on va voir pourquoi je trouve que ça porte quand même assez bien son nom. Donc en fait l'idée c'était de prendre un brin d'ADN qui était assez court, de 42 bases. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ADN va se reconnaître avec d'autres brins d'ADN. Donc en fait ce brin là on peut le considérer comme une brique de Lego, qui va pouvoir s'assembler avec d'autres brins d'ADN. Donc si par exemple ce brin-là, on l'associe avec des brins complémentaires, on va commencer à faire dessiner une certaine structure de manière très sélective. Et si on associe beaucoup de ces petites briques-là, on arrive à avoir une grande toile formée uniquement d'ADN. Et en fait, à partir de ce moment-là, pour avoir une forme en ADN, quand on a une toile comme ça, pour avoir une forme, c'est très simple. Si on veut par exemple faire un rond, comme ça, et on enlève toutes les briques qui sont au bord, là, là et là, et on obtient notre rond. Et c'est exactement cette méthode-là qui a été développée par cette équipe. Ils ont réussi à former avec un certain nombre de briques d'ADN un petit donc molecular canvas, ça veut dire une toile, donc un petit mur d'ADN avec un certain nombre de briques. Et en fait, à partir de ce moment-là, pour avoir une forme, par exemple, si je prends cette brique-là, je l'enlève, elle va partir à un endroit donné de la structure, donc on va avoir une brique de moins. Si j'enlève plus de briques, je vais perdre encore plus de briques dans la structure. Et si j'en enlève un certain nombre bien choisi, je peux avoir n'importe quelle forme. Donc par exemple ici, une tête d'aigle, en enlevant les briques qui sont en bleu clair, un triangle, ou n'importe quelle forme,
qui peut se dessiner sur un rectangle. Donc ici, on fait toutes les lettres, l'alphabet, des tonnes et des tonnes de smileys. Et donc, cette technique-là, elle était assez efficace. Et vu que l'enjeu c'était de contrôler la taille des structures, on voit bien que là, s'ils veulent faire un smiley, ils font un smiley, il n'y a pas de problème. C'est très contrôlé, c'est très précis, c'est tout à fait ce qu'on veut. Et la même méthode, donc là c'était avec une sorte de toile qu'on découpe. La même méthode, elle peut être appliquée en 3D. Donc au lieu d'avoir une toile, on prend des petits cubes d'ADN, on fait une brique, et ensuite c'est comme de la sculpture. On sculpte la brique pour avoir la forme qu'on veut. Et là, on a réussi à avoir des formes encore mieux, j'ai envie de dire. Donc plein de formes assez grandes. Donc récemment, certains auteurs ont réussi à publier un ours en peluche constitué de 20 000 molécules d'ADN. Donc c'est quand même beaucoup. Alors qu'en synthèse organique, par exemple, on peut faire une réaction qu'entre 2, voire maximum 3 molécules. Là, on mélange 20 000 briques et on arrive à avoir cet ours en peluche. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ou bien n'importe quelle structure, par exemple un love de Robert Tiziana, un petit lapin, ou cette chose qui est une lettre, qui est différentes lettres vues sous différents angles. Donc c'est quand même assez impressionnant et c'est des structures, donc par exemple là l'ours, ça fait 1 micromètre. Donc 1 micromètre c'est à peu près 1 centième d'un diamètre de cheveux. Donc c'est vraiment très très fin et c'est contrôlé de manière très précise. Donc là on voit les images en 3D et c'est très très précis dans la construction de ces structures. Donc c'est assez efficace comme méthode. Donc en pratique, comment on fait? Parce que en soi, on peut dire on mélange 20 000 molécules, ça a l'air très compliqué, il faut qu'elles s'assemblent les unes avec les autres. Comment est-ce qu'on fait? En fait, c'est très simple. C'est tout aussi simple que n'importe quelle réaction de chimie organique ou pas organique faite en TP. C'est vraiment très très simple à former puisque, comme j'ai dit, vu que les briques, elles se reconnaissent les unes les autres, il suffit de toutes les mélanger ensemble et elles vont s'assembler toutes seules. Donc on mélange toutes les briques dans l'eau. C'est dans l'eau puisque l'ADN c'est une molécule biologique donc elle résiste très bien au milieu aqueux. Ensuite, on chauffe très fort et ensuite on refroidit pendant à peu près 5 à 73 heures. Donc pour les grosses structures, comme par exemple l'ours en peluche, ça a pris quand même 2-3 jours à former. Mais bon, au final, on obtient quand même le résultat. Ensuite, on purifie ces structures et on obtient des rendements de 7 à 19% à peu près. Ça, c'est pour les structures en 2D. Pour les structures en 3D, c'est un peu plus fake parce que c'est un peu plus compliqué à former. Mais en tout cas, on obtient des rendements qui sont quand même pas mauvais comparés à des synthèses organiques assez longues. Et en plus, ça prend pas tant de temps que ça, toujours comparé à des synthèses organiques qui peuvent prendre des années. Donc finalement, et ensuite, au terme de cette purification, on arrive à avoir n'importe quelle structure, donc un cœur, une flèche, un triangle, ou bien un petit rectangle avec un trou à l'intérieur. Et donc pour vous donner une idée de la taille de ces structures-là, c'est des images de 500 x 500 nanomètres, donc ça, ces rectangles-là, ils font vraiment 200 nanomètres. Donc c'est vraiment, vraiment très petit, et pour quelque chose qui est aussi petit, c'est vraiment très précis et vraiment très bien contrôlé. Donc c'est quand même un défi qui était assez lourd, et ils ont quand même bien réussi à développer cette technique. Donc si on revient au cahier des charges du début, on cherchait un matériau de construction qui soit accessible facilement. L'ADN, ça s'achète sur Internet, on met la séquence qu'on veut et on l'obtient en laboratoire et on peut directement l'utiliser, le mettre dans l'eau et on fait notre réaction directement. Donc pas besoin de le synthétiser, ça prend pas de temps, il suffit juste de le commander sur Internet. C'est biocompatible, donc pour un tas d'applications, par exemple dans le vivant, eh bien, on peut vraiment envisager avec ces structures des applications en médecine ou pour des applications effectivement sur des êtres vivants, puisque l'ADN, on en a partout. On en a quand on mange une salade, on a quand on touche quelqu'un d'autre, vraiment il y en a absolument partout, donc c'est totalement inoffensif. Comme on a vu, l'ADN c'est programmable de manière très spécifique, très sélective aussi.
on a des assemblages qui sont assez grands. Je disais que c'était très petit tout à l'heure, mais par rapport à une molécule organique, c'est quand même beaucoup plus grand et très précis pour quelque chose de cette taille-là. C'est contrôlé par rapport aux problèmes qu'on avait tout à l'heure sur les cristaux d'ADN. Et il y a beaucoup de structures possibles. Comme je vous ai décrit quelques-unes, mais il y en a des centaines d'autres qui ont été développées. Donc les seuls problèmes ou les seuls inconvénients pour l'instant avec cette technique, c'est que on a des rendements de 7 à 19%, de 5 à 19, de 5 à 20 à peu près. Donc c'est pas mal, je disais, par rapport à des synthèses organiques, mais on peut faire mieux. On peut, comme l'ADN, ça s'assemble tout seul, c'est très programmable, et les molécules, dès qu'on les met en solution ensemble, elles se combinent. On devrait pouvoir arriver à des rendements de 80, 90, voire 100%. Donc bon, c'est encore une étape de progression, une marge de progression pour ces structures. Et ensuite, c'est relativement long, donc il faut chauffer jusqu'à 3 jours pour des structures très complexes. Donc, c'est des points qu'on peut encore améliorer. Et donc, il y a une deuxième technique qui a été développée pour améliorer ça par un chercheur américain. Et donc, cette technique, ça s'appelle les origamis d'ADN. Les origamis d'ADN, comme leur nom l'indique, c'est des origamis. On prend un brin échafaudage d'ADN qui est circulaire et on va le plier comme on veut en rajoutant ce qu'on dit des agrafes. Donc, par exemple, ici, cette agrafe, elle va plier ici l'ADN qui se replie et ensuite on peut obtenir une structure comme un triangle. Et si on regarde sur le zoom, la structure, donc la rigidité de la structure, elle vient du fait qu'il y a des petits brins qui sont complémentaires à des endroits qui gardent la structure rigide et qui forcent l'ADN à se replier grâce à l'hybridation des bases. Et donc on peut obtenir un triangle. Je trouve que sur cette image on voit assez bien les pliures de l'ADN. Donc ça se fait exactement comme sur le dessin, donc l'ADN il se replie comme ça. Et donc on arrive à obtenir des structures. Donc encore une fois, là le triangle il fait à peu près 100 nanomètres de côté. Donc c'est des objets très petits mais qui restent très précis. Donc là, tac. Donc, une petite animation pour montrer comment ça marche. Donc en fait, ce brin d'ADN circulaire, il va avoir une certaine séquence à un endroit donné. On va mettre, par exemple, si on s'intéresse à la grafe rouge, elle est complémentaire à un endroit, mais pas complémentaire partout. Et elle va être complémentaire à un autre endroit de la structure. Donc ici, c'est complémentaire, là aussi, et là ici. Et donc, comme l'appariement des bases, c'est très favorable, cette structure va avoir tendance à se replier et à s'associer pour avoir un rectangle, par exemple. Et donc là, ici, par exemple, je voulais vous montrer, je trouve que c'est très joli. Il faut regarder les deux petits ronds. C'est une vidéo d'observation directe de formation des origamis qui a été observée pour la première fois par une grande chercheuse et qui on peut regarder ici. Donc par exemple pour cela, on voit que ça se forme directement, alors que lui, il a un peu plus de mal, mais le côté qui se forme, il va finir par se retourner. Donc quoi qu'il arrive dans la structure, donc si on la regarde, par exemple pour celui-là, vous voyez le troisième côté du triangle, il est là. Il est dans le mauvais sens, mais comme c'est vraiment favorable d'avoir la structure parce qu'on a fait tout, on a mis toutes les agrafes pour que ça se replie bien, on arrive quand même à le replier et avoir un triangle à la fin. Et donc grâce à ça, on arrive à avoir une très très grande variété de structures, donc comme pour les tiles. Là, les premières structures qui ont été publiées, c'est des rectangles, des étoiles, des triangles et des smileys. Mais ensuite, on peut imaginer beaucoup d'autres structures, donc par exemple un dauphin qui va bouger sa queue. Alors là, il a la queue en haut et la queue en bas, c'est absolument fantastique. Et on peut aussi imaginer, il y a aussi des gens qui ont développé une petite boîte faite en ADN et qui peut, en fonction des agrafes qu'on met, s'ouvrir et se refermer. Donc c'est une boîte qui s'ouvre et qui se ferme, tout comme des boîtes qu'on utilise tous les jours, sauf que c'est en ADN et c'est à l'échelle nanométrique.
Donc c'est quand même assez impressionnant. Et récemment, il y a des gens qui ont réussi à faire un petit lapin en ADN, donc on voit ici. Et donc on peut aussi faire des structures en 3D avec de l'ADN, avec la technique d'origami d'ADN, et obtenir de manière très précise des structures voulues. Et donc ces structures, en plus d'être très diverses, très précises, elles sont accessibles de manière très simple, encore plus simple que la première technique que je vous ai présentée pour les tiles, parce qu'il suffit de mélanger donc, le brin d'ADN échafaudage, les agrafes de la forme qu'on veut. Ça se forme en 1 heure, donc pareil, on chauffe très fort et on refroidit. Ça arrive à se former en 1 heure, ça s'auto-assemble, donc ce que je disais c'est que ça se forme tout seul, comme on le voit sur la vidéo. Et on obtient des structures, et là, c'est quand même une grosse amélioration. On peut avoir jusqu'à 100% de rendement. Donc, ces structures-là, ces origamis, on les obtient avec des rendements de 100%, et là, c'est quand même une grosse avancée par rapport au problème qui a été soulevé précédemment. Donc, pour résumer, jusque-là, on a réussi à faire des structures complexes, de grande taille, qui s'assemblent tout seuls et facilement, dans des conditions assez faciles, avec de l'ADN. Et donc maintenant, on peut se demander à quoi ça sert de faire tout ça. Les origamis d'ADN, ou les tiles, ou n'importe quelle structure en ADN, en soi, ça n'a pas énormément d'intérêt. C'est pas l'objet en lui-même qui va être utilisé, c'est ce qu'on en fait. Et donc on va voir qu'on peut en faire des choses très différentes et qui sont tout aussi intéressantes. Donc par exemple, si on prend un rectangle en ADN, donc une des structures que je vous ai montrées au début, en fait ce rectangle, comme le chimiste qui l'a fait en premier l'a designé, a réussi à trouver des agrafes qui plient la structure de manière très précise et parfaitement contrôlée. Eh bien, les personnes qui travaillent sur les origamis, qui font des rectangles, ont une liste très précise de chaque agrafe et de chaque position sur l'origami rectangle. Donc on sait très précisément que cette agrafe bleue, par exemple, elle va être là, cette agrafe violette ici. Et donc, comme on connaît très précisément la structure et la composition de ce rectangle, eh bien, en fait, on a une sorte de carte en ADN de ces origamis-là. Et on va pouvoir précisément y placer des objets. Donc, par exemple, si je prends cette agrafe qui est là, ah non, celle-là, regardez, et que je lui attache quelque chose, donc, au lieu de... au lieu de prendre des agrafes toutes simples comme on a vu au début, on prend des agrafes, donc là qui est modélisé par un point rouge, donc on peut prendre une agrafe avec un point rouge, et donc on verra sur nos images qu'à tel endroit, de manière très précise et très ciblée, on a ce point rouge qui peut être différents objets que je vais vous présenter par la suite. Pareil, si on prend cette agrafe-là, qu'on lui attache cette fois-ci un point vert, je sais également parfaitement où se trouve mon point rouge et mon point vert sur mon origami. Et donc, comme je connais parfaitement la structure et la composition de mon origami, je connais également parfaitement la distance entre les deux objets, donc les deux points rouges et les points verts. Et donc, c'est ça qui est très intéressant sur ces origamis, c'est qu'on peut placer de manière extrêmement précise des objets, et donc par exemple des protéines. Donc là, ici on voit un groupe qui a placé des protéines de manière très précise sur un origami rectangle. Dans le premier papier qui a été publié sur les origamis, ils se sont amusés à faire la carte du monde. C'est pour montrer à quel point c'est précis, à quel point on peut dessiner de manière précise, et parce qu'on connaît très bien la structure de nos origamis, donc des dessins, des cartes du monde, des étoiles, donc des protéines par exemple. On peut aussi y attacher des particules, donc des nanoparticules pour
certaines, pour des groupes qui travaillent sur des particules pour certaines applications. Et donc, grâce à ça, on peut faire des dessins très précis sur les origamis. Donc, par exemple, on peut reconstituer la Joconde sur des origamis assez grande taille, celui-là. Et en fait, c'est des petits origamis rectangles qui sont assemblés les uns les autres. Et sur chaque origami, il y a un bout du dessin de la Joconde. Et ces rectangles, ils se reconnaissent les uns les autres. Et quand on les met tous ensemble, eh bien, ça fait la Joconde. C'est quand même très précis et très bien contrôlé pour une structure, encore une fois, de 200 micromètres. Donc voilà, on peut approcher sur les origamis des objets de manière très très précise. Et on peut jouer sur les distances. Et à quoi ça peut servir de jouer sur les distances? À beaucoup de choses. Donc là, j'ai voulu montrer un exemple qui est assez intéressant. Mais par exemple, comme on connaît très bien les distances sur les origamis, on peut attacher, donc là, c'est un groupe qui a attaché deux enzymes qui sont couplées. Donc une enzyme qui va interagir avec l'autre. Et donc, ils font plusieurs expériences. Une où les enzymes sont à 10 nanomètres, 20 nanomètres, 45 nanomètres, 65 nanomètres. Comme on connaît très bien la précision et la position sur les origamis, on peut très bien faire ce genre d'expérience où on modifie la distance entre les objets. Et donc, là, le but de l'expérience, c'était de comprendre et de voir au bout de quelle distance les deux objets qui sont là ne vont plus interagir. Et donc, l'origami, ça a été une des méthodes les plus précises pour positionner des objets comme ça. Et donc, ça a été une méthode très utilisée, mais pour beaucoup d'autres applications que l'étude de structure densée. Donc, si on récapitule, là, par rapport au cahier des charges du début, on est assez content. Pourquoi? Donc, tout ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'ADN, c'est accessible facilement, programmable, sélectif. Donc tout ça, on l'avait déjà avec les tiles, avec la première méthode que j'avais présentée. Le seul problème de cette première méthode, c'était qu'il y avait des mauvais rendements et c'était assez long. Ensuite, il y a eu une deuxième méthode qui a été développée, ça a été les origamis, la deuxième méthode que j'ai présentée. Et là, on a pu avoir des super bons rendements, donc jusqu'à 100% pour des structures, et relativement rapides, puisque des petites structures comme le triangle par exemple, elles se font en 1 heure. Et donc, du point de vue de la structure, du point de vue des chimistes qui cherchaient à faire des structures de plus en plus complexes et de plus en plus précises et de plus en plus développées, cette technologie avec de l'ADN, donc on appelle les nanotechnologies d'ADN, puisque c'est à l'échelle nanométrique qu'on utilise de l'ADN, sont vraiment une bonne alternative, une bonne approche. Par rapport à ce dont j'ai parlé au début, le seul finalement élément qui manque entre guillemets sur ces nanotechnologies d'ADN, c'est de les rendre dynamiques. Donc jusque-là, ces nanotechnologies d'ADN, elles ont commencé à être développées dans les années 2000 à peu près. Et donc il a fallu quand même pas mal de temps pour réussir à faire la Joconde en ADN, faire des smileys, des cartes du monde, quoi que ce soit. Donc il a fallu prendre du temps pour développer cette technique, la rendre de plus en plus précise. Et donc maintenant, il y a un certain nombre de chercheurs qui commencent à s'intéresser, maintenant que la technique est très bien connue, très précise et qu'on peut faire toutes les structures qu'on veut, eh bien, il y a un certain nombre de chimistes qui commencent à s'intéresser à rendre ces origamis dynamiques. Et donc, je vais juste présenter rapidement comment est-ce qu'on fait, puisque c'est pas encore très développé, mais il y a pas mal de pistes qui ont été ouvertes pour ce sujet-là. Donc, en fait, si on récapitule, toutes ces structures en ADN, le fait d'avoir une structure ou non, ça repose sur le fait que les bases d'ADN sont appariées à un certain endroit. Donc toute la structure, si on désappareille les bases d'ADN, il n'y a plus de structure et il n'y a plus rien. Donc si on veut rendre dynamique, donc si on veut un tout petit peu déformer la structure, il suffit juste de désappareiller certains brins d'ADN, pas tous, mais certains brins d'ADN qu'on peut choisir, et pour pouvoir rendre ces structures dynamiques et pouvoir refaire par exemple la petite voiture qu'on a vue au début. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes.
Il y a plusieurs techniques qui ont été développées, là je vais en parler de deux, je vais en présenter deux assez rapidement. Donc la première méthode, c'est de jouer sur la température. Donc comme je l'avais dit, les bases d'ADN, elles sont reliées par des liaisons hydrogènes. Donc c'est des liaisons qui sont assez faibles en énergie. Et donc si on chauffe très fort, si on apporte énormément d'énergie, eh bien ces liaisons hydrogènes, elles vont se casser. Et donc ces deux brins d'ADN, ils vont plus être ensemble, ils vont être séparés, ils vont se désappareiller. Et donc ça permet d'avoir à différentes températures certaines liaisons qui se rompent et qui se forment. Donc par exemple, si on se place à une température T1, on a un origami qui est très bien formé. À une température, si on chauffe un petit peu, il y a certaines liaisons hydrogènes qui vont se casser, pas d'autres. Et donc on va avoir une sorte de cassé au milieu ou d'accordéon par exemple. Et à une autre température très forte, tout va être déformé et on n'aura plus du tout de structure. Et c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver une structure, une température où on ait quelques bases qui soient désappareillées pour pouvoir faire bouger et rendre moins statique la structure. Donc ça, c'est une des premières approches possibles. Et la deuxième approche présentée, c'est de jouer un petit avec de la lumière. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour jouer avec de la lumière pour désappareiller des bases d'ADN? En fait, on prend des petites molécules qui sont en fait des bâtons, des petits bâtons. Et ces petits bâtons, ils vont pouvoir se mettre dans les brins d'ADN par certaines interactions, pareil, par exemple des liaisons hydrogènes. Donc c'est des petits bâtons qui vont se mettre dans l'ADN, qui vont se mettre dans la structure. Et ces petits bâtons-là, si on leur met de la lumière, ils vont un petit peu se casser, un petit peu se déformer, et ils vont faire plus une sorte de V. Et quand ils sont sous forme de V, et bien là, c'est des bâtons, ils se mettent dans l'ADN. Quand ils se mettent sous forme de V, ils cassent les liaisons, ils repoussent les liaisons. Et donc, on ne va plus avoir les bases qui seront appareillées, et donc la structure, elle va pouvoir devenir dynamique. Donc ces méthodes-là, ça c'est deux méthodes parmi d'autres pour rendre dynamique. Ces méthodes-là, elles ne sont pas encore très développées, c'est encore le début des applications des origami d'ADN ou des nanotech d'ADN dynamique. Donc il n'y a pas énormément d'exemples, mais récemment, il y a un groupe de chercheurs qui a réussi à faire, j'ai pas la vidéo, si en fait je dois l'avoir fait. Voilà. Qui a réussi à faire des ciseaux et un robot d'ADN en jouant sur des techniques, donc des ciseaux qui s'ouvrent et qui se ferment, comme des ciseaux, et un robot qui bouge les bras. Donc c'est totalement le début de ces niveaux d'épochement, mais on voit que ça commence quand même à être assez efficace. Et une fois qu'on aura réussi à rendre ces structures dynamiques, on peut imaginer un tas d'applications. Donc par exemple, si on repense à la petite boîte de tout à l'heure qui s'ouvrait et qui était ouverte ou fermée, par exemple, on peut imaginer donc, dans cette petite boîte mettre un médicament, une molécule quelconque, et on va réussir avec ces techniques à l'ouvrir, à la fermer comme on veut. Et donc ça peut être d'un intérêt dans le domaine de la médecine, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. Et donc ces structures d'ADN, elles peuvent être vraiment très utiles, elles ont des applications très très variées. Donc, comme on a vu, des études assez fondamentales, mais on peut imaginer, ça n'a pas été encore fait jusque-là, mais on peut imaginer que ça puisse s'étendre et se développer à des applications plus précises et plus poussées. Donc voilà, j'ai terminé la présentation. Merci à tous d'être venus ce soir. Je voudrais particulièrement remercier le docteur Caroline Rossi-Gendron, merci beaucoup pour avoir relu cette présentation, et Damien Veil. Je voudrais aussi remercier toute la promo de Chimie 2017, et en particulier Lina et Johanna, pour l'organisation de ce séminaire. Et c'est vraiment une très bonne idée, et je suis très contente qu'il ait lieu. Et également tout le département de chimie pour son soutien et pour cette aide à l'organisation de ce séminaire. Et merci à tous d'être venus. Merci beaucoup Léa.
ou si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez qu'elle revienne, qu'elle précise, allez-y. Juste quand vous parlez des applications, là on est encore vraiment au stade de la recherche, on essaie juste d'améliorer ou on commence déjà à avoir des idées? Alors, globalement, à part 2-3 groupes, on est vraiment... donc là, toutes les structures que je vous ai montrées, la Joconde, le l'ours en peluche, c'est des recherches qui sont très récentes, qui datent d'il y a à peine 1 an. Donc là, on est encore en train de développer la technique, d'essayer qu'elle soit de plus en plus précise pour ensuite d'éventuelles applications. Mais c'est vrai que là, encore, c'est beaucoup de la recherche fondamentale, mais le but, c'est quand même d'essayer de bien maîtriser la technique avant d'envisager des applications plus pratiques. Oui. J'ai une question par rapport à la première méthode où tu disais, je sais pas, qu'il fallait enlever des briques pour faire un dessin. Donc déjà, quelle est la réaction entre guillemets qui se produit et comment est-ce qu'on sélectionne telle ou telle brique? Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit pas aléatoire en fait? Alors, donc, si je reviens sur la toute première... Si je reviens sur la première méthode, en fait, donc dans cette méthode, la première étape de construction des structures, je veux dire, ça a été de former ce mur avec des briques. Donc on savait quelles briques on mélangeait, et en fait, comme on sait quel brin d'ADN on a mis où, en fait, on sait que chaque brin, on connaît la position exacte de chaque brin d'ADN qu'on a mis dans le mélange pour former cette structure. Donc par exemple, si on veut faire un trou au milieu, on sait qu'il va falloir enlever cette brique-là. Et donc, comme on sait laquelle ça correspond dans toute la liste de brins d'ADN qu'on a mis, il suffit juste, donc, au lieu de mélanger toutes ces briques-là, on mélange toutes celles-là, moins une. Et donc ensuite, il va y avoir un trou à cet endroit-là. Et donc en fait, c'est pas une réaction de on mélange tout et on en enlève une. C'est on mélange toutes celles qui vont pouvoir former la forme qu'on veut. Donc si par exemple, je veux faire un rond, je vais mélanger toutes celles qui sont dans le rond que j'ai dessiné et pas celles qui sont sur les bords. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on sélectionne les brins à la base, comment est-ce qu'on sélectionne les enchaînements de ATGC? Alors, pour cette méthode-là, en fait, c'est plus ou moins simple parce qu'en fait, il suffisait juste d'avoir ça et le cube pour ensuite former n'importe quelle structure. Et ça, il me semble que c'est un programme informatique qui l'a fait pour essayer d'avoir le moins de symétrie, que les briques se ressemblent le moins possible pour qu'elles s'apparient et qu'elles fassent ensuite cette forme-là. Donc une fois que le programme a sorti la liste de briques pour former ça, et qu'on sait quelle brique et où, il suffit juste de les enlever du mélange initial. Mais donc tout ça, ça n'a pas été fait à la main les unes après les autres. C'est un programme qui fait ça, tout comme pour les origamis, les mélanges d'agrafes. On dessine la forme qu'on veut et ensuite on le rentre dans un programme informatique et le programme nous sort les séquences d'ADN qu'il faut pour... Oui, mais du coup, comment est-ce qu'on fait techniquement pour obtenir ces brins-là d'ADN? Comment ça? Je veux dire, je comprends bien qu'au niveau du programme informatique, on décide avant, mais après, pour la réalisation, la molécule, d'où est-ce qu'elle sort? On l'achète sur Internet. Alors, on l'achète sur Internet. Donc les petits brins d'ADN comme ça s'achète. Et donc quand c'est des petits brins comme ça, donc ça c'est 42 bases, je pense que c'est la limite. Mais il y a une méthode de synthèse de brins d'ADN, étape par étape, mais qui se fait chez le fabricant de produits chimiques. Donc c'est pas les personnes qui développent les tailles. Après pour des brins plus longs, donc par exemple pour les origamis, le brin le brin échafaudage, il fait à peu près 1000 paires de bases, 1000 bases. Et donc là, on ne le synthétise pas étape par étape. Ça, c'est un ADN qui est extrait d'une bactérie. Et ensuite, par des mécanismes biologiques, il y a des mécanismes qui permettent dans notre corps de reproduire, de répliquer l'ADN. Et on utilise ces mêmes mécanismes pour répliquer dans un tube, et pas dans les cellules, un ADN qu'on a extrait d'une bactérie. Ouais, merci. Ouais. Donc pour la première technique, il fallait mélanger 20 000 produits par exemple. Oui. Okay. Mais ça marche bien entre nous. Oui, il faut mélanger 20 000 produits. Et là,
enfin là pour ces techniques-là aussi, on a ce brin-là et en termes d'agrafes, on en a besoin plusieurs centaines. Donc, oui. Est-ce que vous savez si ces molécules générées peuvent interagir avec l'ADN des êtres vivants, s'intégrer, influencer positivement, voire, finir ma question, est-ce que les expérimentateurs prennent des précautions particulières pour qu'il n'y ait pas une interaction? Alors, pas du tout. Il n'y a pas du tout de précautions à prendre avec l'ADN, parce que comme je le disais, en fait, l'ADN, on en voit absolument partout autour de nous. Ensuite, il y a des origamis qui sont... Donc l'ADN, par exemple, si je me renverse ma solution d'origami sur la main, bon, je vais me laver les mains, mais il ne va pas se passer grand-chose de plus que ça. C'est comme... donc voilà. Ensuite, il y a des groupes qui développent des techniques pour, par exemple, essayer d'utiliser ces origamis-là pour pénétrer dans les cellules et, par exemple, tuer des cellules cancéreuses. Donc c'est encore à l'état de recherche. Mais donc, quand c'est le but, on détermine des séquences et on rajoute des produits qui vont faire pénétrer dans la cellule. Mais sinon, il n'y a absolument aucune chance que ça pénètre dans les cellules et ça n'interfère pas du tout avec l'ADN des expérimentateurs. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant parce que c'est pas du tout un produit qui est dangereux. Voilà. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à avoir de meilleurs rendements avec la technique de l'origami? Parce que les agrafes peuvent se mélanger entre elles. Alors, ça peut se faire des nœuds. Oui. Alors, les origamis, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les agrafes, elles sont en excès. Donc, il y a 40 agrafes pour un brin échafaudage. Donc, vu le nombre d'agrafes, ça fait beaucoup d'agrafes pour un brin. Et en fait, l'origami, comme on part de ce brin-là, même si par exemple la structure n'est pas entièrement formée, elle va toujours, c'est comme on voyait sur la vidéo, elle va toujours réussir à se former, déjà parce qu'il y a un grand excès d'agrafes, et ensuite parce que c'est beaucoup plus stable que toutes les bases soient appariées. Pareil, comme pour les tailles, on essaye qu'il y ait le moins d'appariement possible entre les agrafes, mais comme de toute façon elles sont en très grand excès, c'est pas vraiment un problème. Le problème avec les tiles, j'ai juste rapidement dit le tableau, c'est que comme c'est plein de petites briques, il n'y en a pas une qui est favorable aux autres. Donc elles sont toutes en stoichiométrie 1-1, enfin elles sont toutes dans les mêmes proportions. Et donc par exemple, la structure des tiles, elle va se former petit à petit. Donc par exemple, si je veux faire mon carré, je vais former ces deux petits carrés qui vont s'assembler ensemble, qui vont faire un grand rectangle. Ensuite, je vais rajouter ce bout-là. Et ensuite, il me manque ce bout-là. Mais si ce bout-là, précisément, avec pile poil toutes les briques qui ont besoin d'être là, n'existent pas parce qu'il ne s'est pas formé en solution, parce qu'il y a une autre structure qui s'est formée, la structure des tiles, elle ne pourra jamais se former. Et on va rester bloqué à cette structure intermédiaire-là, sans pouvoir avoir, parce que si par exemple, au lieu de ça, on a une autre brique qui fait comme ça, au lieu de s'arrêter là, on ne va pas pouvoir former la structure entière. Et donc, on peut avoir avec les tiles, c'est pour ça qu'il y a des mauvais rendements, plein de sous-espèces intermédiaires, donc qui seraient, voilà, il manquerait un bout, mais ce bout, il n'arrive pas à le trouver parce qu'il ne s'est pas formé. Et donc, on va avoir plein d'espèces intermédiaires. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une purification pour observer les tiles seuls et pas pour les origamis. Mais les origamis, c'est aussi 100% parce que les agrafes sont en gros excès par rapport au brin principal. Oui. La boîte d'ADN qui est tout à l'heure, Ouais. est-ce que par exemple c'est imaginable d'en faire une à l'échelle macroscopique, enfin une grande qu'on pourrait voir? Ça va être assez difficile parce que déjà, par exemple, pour l'ours en peluche là, qui faisait 1 micromètre, donc 1 micromètre, on a un peu du mal à le voir quand même, on a vraiment des mauvais rendements, c'est assez compliqué à former. Donc pour former une boîte d'ADN qui serait 1 millimètre, donc 1000 fois plus grosse, quand même, ce serait assez compliqué, je pense, à former. Et est-ce que tous ces motifs-là, ils ont une couleur? Est-ce qu'il y a des liaisons En fait, non, il n'y a pas vraiment de couleur. L'ADN, il est dans la solution. Donc l'ADN, ça n'a pas de couleur.
c'est pas coloré. Donc quand on regarde le petit tube avec toutes ces molécules-là, ça n'a pas de couleur. Après, les couleurs là, elles viennent juste du microscope qu'on utilise et qui a décidé de montrer des couleurs orange. Et pour le dauphin, je pense qu'ils ont fait exprès de montrer bleu parce que c'était mignon, parce que c'était un dauphin. Mais en soi, le dauphin n'est pas bleu. Le dauphin n'a pas de couleur. Donc non, elles n'ont pas de couleur. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut obtenir les produits formés sous forme solide ou pas? Alors, oui. Alors, on me dit oui. Apparemment. Peut-être qu'on peut les précipiter. Je ne sais pas trop dans quelles conditions, honnêtement, mais apparemment. Les études sont menées dans l'eau. Donc, tout ça, ça se passe dans l'eau, effectivement, et quand on les observe au microscope, donc toutes les images que je vous ai montrées, effectivement, ça se passe dans l'eau. Mais on peut effectivement imaginer d'avoir des cristaux à partir de ces objets-là. Et moi, je ne sais pas comment on fait, on peut les prendre. Juste par rapport à la plaque moléculaire que vous montrez en avant, Ouais. est-ce qu'on a réussi à la refermer avec en englobant en fait une molécule à l'intérieur? Non, je crois pas. À ma connaissance, ça n'a pas encore été fait. En revanche, on a déjà réussi à l'ouvrir. En fait, on a réussi à l'ouvrir, mais pas à la refermer. Voilà, par une technique que je n'ai pas présentée là parmi les deux techniques, parce qu'en fait, les deux techniques que j'ai présentées ici pour rendre dynamique, l'avantage c'est qu'elles sont réversibles. Donc si on chauffe, ensuite on refroidit, ça revient à l'état de départ. Si on met de la lumière, on éteint la lumière, ça revient à l'état de départ. Là, la technique qui a été utilisée justement pour la petite boîte, elle n'est pas réversible. Donc en fait, on a réussi à passer de ça à ça, mais ensuite on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Donc c'est pas encore totalement optimal, mais c'est quand même un début. Oui. Oui, vas-y. Oui, Mais non. du coup, est-ce qu'un jour on pourra faire un Tetris d'ADN? Ouais, franchement, pose la question tout je pense que clairement c'est complètement envisageable. Déjà, rien que là, ils ont réussi à assembler plein de petits rectangles d'ADN. Donc si on fait des formes de Tetris et qu'elles s'assemblent bien entre elles, on peut sûrement. Quand vous avez montré la voiture, c'est quoi qui la faisait avancer? Alors la voiture, justement, c'était un exemple avant, c'était un Nobel qui avait développé ça. Et là, c'était justement un composé covalent. Et c'était un composé qui comportait des doubles liaisons, comme ça. Et je ne sais pas si tu sais, mais les doubles liaisons, elles peuvent être soit sous cette forme-là, soit sous cette forme-là, soit Z, soit E. Et en fait, c'est une série d'isomérisation, donc qui passe de ZE, ZE, et qui fait avancer la voiture. Voilà. Il n'y a plus de questions? Merci beaucoup, Léa.